secondes en arrière sur la table précédente et sur la loi Carrez. Parce qu'en tant que praticien, c'est un des seuls diagnostics, si on peut appeler ça un diagnostic, qui ne nécessite pas la présence d'un professionnel pour le faire. C'est-à-dire que vous avez le droit parfaitement de faire votre mesurage vous-même. D'expérience, faites mesurer vos biens en vente par un professionnel, par un géomètre. Et faites-le à chaque opération. Ne reprenez pas le mesurage de la vente précédente. Peut-être y a-t-il une erreur que vous n'avez pas constatée. La garantie du géomètre ne vous est plus applicable pour la vente suivante. Deuxième cas de figure, vous avez acheté le bien en état futur achèvement à un promoteur dans un immeuble en construction. Ce ne sont pas les mêmes critères pour l'établissement de la superficie. Donc, refaites suivant les critères de la loi Carrez, c'est sur cela que vous risquez d'être condamné. Alors, je sais bien qu'il y a une sécurité de 5%, mais 5% dans certains logements, ça peut aller très vite, et c'est assez compliqué de mesurer. L'expérience me prouve ça, lorsque vous avez besoin de faire vos diagnostics, le déplacement est fait, souvent c'est le même géomètre qui fait les diagnostics. N'hésitez pas, pour quelques frais de plus, à dormir sur deux oreilles et à être tranquille. C'est une erreur de vouloir faire l'économie sur ce point-là. Excusez-moi, on peut revenir maintenant sur l'ISF. Je vous laisse la main. Mais je voulais appuyer sur ce petit point-là. Sur les autres diagnostics, j'ai aucun commentaire à rajouter. Alors naturellement, là, on va parler de l'ISF, l'impôt exécrable par excellence, un impôt totalement archaïque. Nous sommes un des 2 derniers pays en Europe à l'avoir, mais enfin, nous l'avons. Vous savez qu'il avait failli être corrigé avec ce fameux bouclier fiscal, la fausse bonne idée aussi par excellence. Et donc maintenant, on vient... Et vous allez avoir à appliquer, enfin, je l'espère pour la majorité d'entre vous, parce que c'est quand même une satisfaction de payer l'ISF. Ne pas le payer, ce n'est pas forcément la bonne solution. 2 nouvelles règles. Alors, on a essayé, avec Maître Bresson, de jouer un jeu de questions-réponses. Et nous allons le résumer en deux périodes. Il y a ce qui est applicable en 2011, c'est-à-dire qui est applicable dans moins de 8 jours. Et là, quelques variations, et qui sont pourtant de bonnes nouvelles. Pour une fois, c'est un impôt. Alors, naturellement, tout le monde espérait l'abrogation de cet impôt, mais faute d'abrogation, faute avec l'abandon du bouclier fiscal, on a quand même quelques bonnes nouvelles à vous annoncer pour 2011. Et puis, il y en a d'autres pour 2012. Donc, on va commencer par le 2011. Et vous allez nous parler de quel est le régime ISF applicable en 2011 et quels sont les redevables de cet impôt. Alors, effectivement, comme vous le disiez, Maître, l'ISF est le seul sujet sur lequel on est plutôt des bonnes nouvelles par rapport à l'ensemble des dispositions fiscales qui ont été votées ces derniers mois. Pour 2011, il y a quand même un élément essentiel et nouveau par rapport aux années précédentes, qui est que les redevables de cet impôt sont les personnes dont le patrimoine taxable excède 1,3 million, alors que préalablement, pour les années antérieures, nous étions plutôt dans un assujettissement à l'impôt à compter de 760 000 ou 800 000 euros, le seuil de déclenchement variant d'année en année, mais peu ou prou, il se situait sur ces dernières années entre 760 et 800 000 euros. Là, en passant le seuil à 1,3 million, il y a une frange de la population qui sort automatiquement du champ d'application et de l'assujettissement à l'impôt de solidarité, étant entendu que la somme d'1,3 million correspond à la valeur de l'ensemble de vos éléments d'actifs diminués des éléments de votre passif. Donc, le seuil d'1,3 million se calcule par rapport à un patrimoine net.
Ça, c'est la principale nouvelle en ce qui concerne l'année 2011. C'est le seuil de taxation qui est sensiblement augmenté. Sur l'assiette de l'imposition, on ne peut pas dire qu'il y ait de nouveauté du tout, puisque le calcul de l'impôt s'établit exactement de la même façon, tant au niveau des actifs que des passifs, tout aussi bien en ce qui concerne les actifs immobiliers que les actifs mobiliers, la résidence principale continuant de bénéficier de l'abattement de 30%, tel qu'il existe depuis plusieurs années. Initialement, il était fixé à 20, il a été porté à 30, et il reste fixé à 30. Là-dessus, il n'y a pas de modification. Oui, alors, en un mot, sachez que si vous avez moins d'1,3 million de patrimoine, vous n'avez plus rien à déclarer. Si vous avez plus d'1,3 million de patrimoine, vous faites la même déclaration sur le principe de l'année 2010, avec la même obligation de déclaration, d'aller chercher l'imprimé si vous ne l'avez pas reçu. Et les tranches sont les mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas... votre impôt ne commence pas à 1,3 million. Il repart exactement avec les mêmes tranches que les impôts de 2010. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, là ce n'est pas une bonne nouvelle, il n'y a pas d'amélioration de votre situation si vous êtes au-dessus d'1,3 million. Voilà, c'est-à-dire oui. Et en ce qui concerne les personnes, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que vous soyez marié, concubin, pacsé, vous devez le déclarer ensemble, et, ainsi que les biens appartenant à vos enfants mineurs. Vous avez la charge. Pour les biens imposables, il n'y a pas de modification. On est exactement dans les mêmes situations qu'en 2010, avec les mêmes exonérations et les mêmes réductions dans certains cas, c'est-à-dire pour les bois et forêts, les baux ruraux à long terme, et pour les entreprises, tous ceux qui ont bénéficié du pacte Dutreil, enfin qui continuent à bénéficier du pacte Dutreil qui n'a pas été modifié. Ça fait quand même des réductions des 3/4 dans tous ces cas-là, il ne faut pas l'oublier. Mais là, il n'y a pas d'amélioration. La seule amélioration, c'est pour ceux qui sont en dessous d'1,3 million, je le répète, et les autres, contrairement à ce que l'on peut croire, parce que l'on entend partout, mais on n'a plus besoin, et puis l'impôt est à partir d'1,3 million. Non. Le seul, je le répète, le seul avantage, c'est pour ceux qui sont en dessous d'1,3 million qui n'ont plus rien à faire. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Plus de formalisme déclaratif et plus d'impôts à liquider auprès du Trésor. En revanche, comme le dit Maître Choix, les personnes dont le patrimoine net imposable excède 1,3 million, ils doivent calculer l'impôt sur la base d'un barème progressif qui commence à 800 000 euros et dont la première tranche est à 0,55% et dont la dernière tranche est à 1,8%. Alors maintenant, on va peut-être parler de l'impôt 2012. On anticipe. Je voudrais simplement dire un mot sur le formalisme déclaratif, effectivement, parce que c'est un élément quand même tout à fait novateur dans le domaine de l'ISF. Naturellement, les personnes qui ont un patrimoine net imposable inférieur à 1,3 million, n'ayant rien à payer, elles n'ont rien à déclarer. Donc, elles n'ont rien à faire d'ici le 30 septembre. Les personnes qui ont un patrimoine compris entre 1,3 million et 3 millions, le formalisme est extrêmement allégé puisqu'elles doivent toujours faire une déclaration d'ISF, mais elles n'ont à joindre aucune annexe à leur déclaration. Donc la corvée qui consiste à joindre à votre déclaration le panégyrique de vos actifs et de vos passifs est une formalité à laquelle vous êtes maintenant et désormais soustrait et exonéré. Il vous suffit d'indiquer sur la déclaration le montant de votre patrimoine net et de calculer l'impôt sur la base de ce patrimoine net. Seules les personnes ayant un patrimoine net imposable supérieur à 3 millions d'euros restent tenues de procéder à l'envoi d'une déclaration établie dans les conditions identiques à celles que nous connaissions jusqu'à 2011. Alors, le point relatif
formalisme déclaratif a l'air d'être anodin. Il ne l'est pas du tout. C'est une énorme avancée, car vous imaginez bien que d'envoyer à l'administration fiscale la photographie intégrale de votre patrimoine actif et passif et envoyer à votre centre des impôts le seul montant de votre patrimoine net imposable, si vous êtes avec un patrimoine compris entre 1,3 et 3 millions d'euros, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que désormais, l'administration, sauf à venir vous demander des renseignements et des informations complémentaires, ne sait absolument pas comment et de quoi est constitué votre patrimoine. Et naturellement, le pouvoir d'investigation de l'administration reste identique, mais il nécessite de la part du centre des impôts qui gère votre dossier une démarche proactive beaucoup plus importante. Donc c'est quand même une avancée pour le contribuable, ça ne fait aucun doute, et je pense que sans que cet élément ait été le moins du monde mis en avant par le législateur, c'est quelque chose dont le législateur a parfaitement conscience et dont il a certainement voulu que cette disposition soit prise. Et donc c'est beaucoup moins inquisitorial, ce qui ne vous empêche pas que vous allez avoir quand même l'obligation de constituer votre dossier, ne serait-ce que pour vous assurer que vous êtes bien dans la bonne tranche et mettre le bon chiffre. Donc la prudence, c'est vous gardez le dossier, mais vous n'êtes pas obligé de l'envoyer. Donc l'administration n'a pas les renseignements et on peut supposer que ainsi elle ne pourra pas croiser certains fichiers et notamment, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais avec des déclarations de succession, de donation, où on a toujours cette question. Mais je crois qu'on en reviendra à la fin de la table.